J'enregistre. Et c'est à toi. Ok. Bonjour à tous. Salut. Du coup, un petit laïus, ouais. C'est ça, je commence à présenter, ouais. Comme tu Voilà. veux, carrément. On a même le temps, même si tu veux savoir qui est autour de la table. Comme tu veux. Oui, ouais, je veux bien. Si vous pouvez vous présenter chacun, ça peut être pas mal. Je sais pas, en haut à gauche, là, j'ai Pierre, par exemple. Moi, je m'appelle Pierre, j'habite à Marseille et je travaillais à Yes We Camp pendant 2 ans et là, je viens de me mettre sans activité. D'accord, ok. Et Lucille? Alors moi, je travaille dans l'humanitaire chez Médecins du Monde et à côté de ça, j'ai un projet de lieu partagé à vocation plutôt sociale à Paris. Super, ok. Cédric? Salut, alors moi Salut. je suis à Nîmes, je co-gère et co-anime 2 lieux à Nîmes avec une asso et une SCIC. Et en parallèle à une activité perso, entre guillemets, on ouvre un squat là aussi à Nîmes. Voilà. Ok. Canel? Oui, alors moi c'est Canel, j'habite à Rennes et je suis quasi sans emploi puisqu'intermittente dans le cinéma, donc pour l'instant je travaille pas beaucoup. Ok. Benjamin? Salut Benjamin, du coup moi je suis aussi à Marseille et je partage mon temps entre Yes We Camp sur le projet de Foresta dans le grand parc et une ferme urbaine en chantier d'insertion qu'on a monté avec 3 amis en 2018. Super, ok. Brianne. Ok, ouais, ça m'a fait un. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à changer, je suis désolée. Et moi, je suis architecte de formation et j'accompagne des porteurs de projets dans de l'habitat inclusif, ça s'appelle pour les personnes âgées et en situation de handicap. Ok, d'accord. Merci à tous. Alors, je suis pas extrêmement habitué au travail comme ça à distance, mais j'espère que tout ça va marcher. Du coup, juste pour vous, je vais vous donner un certain nombre d'informations, du coup, comme ça en bloc, et puis après, vous me poserez des questions. Je pense, ça va comme ça, je pense comme organisation. Je regarde Arnaud qui se. Je sens que je te tends. Non, pas du tout. Bref, voilà. Du coup, en quelques mots, juste pour resituer Curivavar, c'est un collectif d'artistes qui a été créé en 2006, qui regroupait plein d'artistes de différentes disciplines, arts plastiques, théâtre, danse, vidéo, photo, vraiment très très large. Et ce collectif a été fondé par un groupe affinitaire qui développait des projets dans un squat, avec la problématique de fond, donc très parisienne, mais qu'on retrouve aussi dans les autres grandes villes, la rareté du foncier et son coût. Et donc, voilà, on a créé cette association pour aller occuper des lieux et offrir des espaces de travail abordables aux assos et aux artistes à Paris. Il y avait aussi un petit volet lutte sur le logement à l'origine du projet. Et donc l'association a fait le grand écart en gros en bientôt 14 ans entre une scène squat les 5-6 premières années avec des procès, des lieux occupés successifs, etc. Et jusqu'à aujourd'hui gérer plusieurs lieux en convention d'occupation temporaire avec différents bailleurs et même à gérer un équipement municipal parisien dédié à la création émergente en art plastique qui s'appelle la Villa Belleville. On gère aussi un lieu actuellement qui s'appelle le Shakiraï avec la SNCF comme bailleur. Et on a aussi d'autres petits lieux, un lieu qui s'appelle le Théâtre à durée indéterminée, qui est dans le 20e arrondissement, qui est plus dédié à des résidences de théâtre, sur un modèle de convention d'occupation temporaire avec la ville de Paris. Et on a aussi des petits lieux qui ouvrent et qui ferment, souvent en pied d'immeuble avec des bailleurs sociaux.
Bon, voilà, le fond de toute cette activité, c'est sur la ligne d'urbanisme transitoire, tenir le pari de faire émerger des lieux ressources pour les artistes et les assos à Paris, surtout sur une ligne vraiment abordable. Et j'insiste aussi beaucoup là-dessus, avec une transmission de la culture associative, parce qu'on a la particularité d'être une très grosse équipe bénévole au sein du collectif, puisqu'on a à peu près une centaine de membres actifs qui sont pour nous des artistes coordinateurs qui interviennent sur tous les lieux, qui sont répartis sur tous les lieux et qui ont à la fois leur espace de travail personnel et qui contribuent à faire tourner le lieu dans sa globalité, à savoir accueillir à l'année près de 2000-3000 usagers temporaires. Donc, c'est des gens vers qui on n'a pas d'attente en termes d'engagement associatif. Et qu'on accueille uniquement en soutien de projets. Voilà un peu pour le paysage. Donc les différents lieux interviennent sur de la production artistique, de la diffusion artistique aussi. Voilà, et on est très intéressé aussi sur les réseaux d'échange, les pratiques, comment les lieux s'inventent, s'organisent, tout ça. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Et on n'a plus de squat depuis 2011. Voilà, on a la chance de pouvoir bénéficier de conventions, donc il y a une forme de normalisation qui s'est mise en place, même si le format de l'association reste, le fonctionnement de l'asso reste relativement précaire. Parce que peu de fonds, etc. Enfin, on est vraiment sur des lignes d'accessibilité, donc on n'arrive pas à se rémunérer. Et alors, on a, voilà, donc je termine sur la description de l'organisation. Donc, on a ce groupe d'une centaine de membres actifs. On a les usagers temporaires qui sont vraiment très très nombreux. Hein. Ça peut être, il y a une centaine de compagnies de théâtre qui répètent dans nos locaux. Une soixantaine de groupes de musique. Enfin bon, c'est très dense. Des plasticiens qu'on accueille en résidence temporaire, tout ça. Et on a une petite équipe salariée qui intervient alors essentiellement sur le marché public qu'on gère et qui comment dire, pilote un peu tout ce qui est enjeux économiques, etc. Et alors, j'ai vu qu'il y a des questions qui sont posées là, donc c'est pas mon ordi en plus, donc mais je vous laisserai après la parole. Donc je vais terminer du coup sur la question plus de la gouvernance, comment on fonctionne. Donc on va dire que on a un bureau classique avec un président, trésorier, secrétaire et un CA classique qui, pour nous, est pertinent essentiellement, on va dire, sur le papier, au sens où, auparavant, sur ce qui correspondait plus à nos valeurs, on avait adopté une collégiale. On était, à l'époque où on était en procès, etc. Aussi sur le volet responsabilité juridique. Au sens où on voulait que les responsabilités lors des procès soient partagées parmi les membres cofondateurs. Alors, on était une plus petite équipe à cette époque-là, et on s'est rendu compte que dans le process de professionnalisation, normalisation de l'association, comment c'était un format qui pouvait être stigmatisant vis-à-vis de nos éventuels soutiens et financeurs qui cherchent à avoir quand même voilà, un bureau classique, une tête qui représente le collectif, tout ça. Donc, on a adopté par la suite un bureau classique avec un CA classique d'une dizaine de personnes, mais ça ne reflète pas comment l'association fonctionne dans sa réalité, puisque en gros, on est très attaché à une horizontalité entre tous les membres actifs de l'association, coordinateurs, qui donnent donc de leur temps pour faire tourner les espaces. Et alors, comment on travaille avec tout ce monde? On a une réunion hebdomadaire qui est essentiellement de l'organisation fonctionnelle, qui tourne chaque semaine de lieu en lieu.
tous les membres de l'association sont invités sur tous les membres coordinateurs de l'association sont invités à chacune de ces réunions, même s'ils ne font pas partie du lieu où la réunion a lieu. Et c'est une réunion fonctionnelle qui touche un peu tous les, on va dire tous les lieux. On aborde essentiellement dans ces réunions les présentations des usagers qu'on accueille, nouveaux, des projets un peu majeurs qui nécessitent des petites discussions interlieux. On découvre aussi les problématiques de chaque lieu, enfin c'est aussi possible. Bon voilà, ces réunions-là ont plutôt un propos fonctionnel et à côté de ça, on a des groupes de travail de fond qui s'organisent sur des questions de fond liées à l'ensemble de l'association, qui vont être des réunions thématiques, j'en sais rien, je sais pas, recherche de financement par exemple, ou problématique des résidences de plasticiens, et donc des gens qui sont un peu experts dans dans la question vont se rassembler, d'ailleurs experts ou pas, hein, ça peut être ouvert à d'autres personnes, et vont défricher tout un terrain et proposer des préconisations à l'assemblée fonctionnelle qui va pouvoir un peu collégialement du coup s'appuyer sur ces avis de groupe de travail pour prendre des décisions. En sachant qu'on privilégie sur nos prises de décision, ça c'est vraiment un principe de fond, on prend des décisions alors au mieux au consensus, c'est-à-dire on essaye de trouver quelque chose qui correspond, qui va aller à tout le monde. En cas de conflit ou d'opposition sur des sujets ou des visées organisationnelles, etc., on souhaite pouvoir laisser, y compris à une minorité, la possibilité d'expérimenter quelque chose. Et donc, on va aussi fonctionner au consentement, c'est-à-dire on va partir du fait que même si une partie du groupe n'est pas d'accord avec un projet ou va trouver des choses à redire ou va pas s'y retrouver, etc., on va laisser la possibilité à ce projet, dans une certaine mesure, de se dérouler. Et voilà, même s'il est minoritaire. Voilà. Donc, tout ça avec voilà, des principes d'horizontalité, voilà un petit peu comment on fonctionne sur nos prises de décision. Alors évidemment, l'ensemble des groupes de travail thématiques se réunit ponctuellement pour faire le point. Donc avec l'équipe de pilotage de salariés qui a surtout la main sur voilà, une vision globale et les enjeux financiers, puisqu'ils tiennent un peu les cordons de la bourse. Et donc on invite des représentants de chaque groupe de travail sur des réunions collégiales intergroupes de travail à faire le point avec la coordination de l'équipe salariée sur l'encours de leur chantier. Voilà un peu comment on fonctionne, et ce qui permet, voilà, chaque représentant de groupe de travail étant investi, bon, voilà, d'une fonction de représentation de son groupe et des enjeux de son groupe. Voilà, ça va permettre aussi à l'information de se diffuser. Voilà. Alors tout ça, évidemment, hein, je suis technique là dans la description, mais c'est très bon, ça se cherche, il y a des ratés, il y a des reconfigurations, il y a des groupes de travail qui s'éteignent, d'autres qui se réactivent. Enfin, tout ça est très bricolé, très expérimental. Voilà, on est très attaché à un principe de bienveillance et de collégialité malgré tout pour que tout cela puisse fonctionner. Voilà un petit peu comment on prend des décisions, comment on travaille, comment on fonctionne sur plus des questions de fond et d'orientation et de prise de décision, ou le fait de dessiner des lignes directrices qui vont nous conduire. Voilà, je ne sais pas si vous avez du coup des questions ou des retours directement sur ça, ou si j'ai oublié quelque chose que je devais aborder déjà de manière préliminaire, n'hésitez pas à me le rappeler. Pardon, Pierre.
J'ai une question sur les usagers. Tu disais, tu en parlais au début, mais je n'ai pas bien tilté. Est-ce que tous les occupants des lieux, les résidents qui ont des pratiques, participent à la gestion aussi des lieux en tout ou partie ou... Alors, c'est une super question parce que, alors, en l'occurrence, comment si donc, voilà, encore une fois, dans ces deux forces, nous, on a vraiment ce groupe d'artistes associatifs coordinateurs qui sont une centaine sur nos lieux à coordonner l'ensemble des lieux, qui donnent de leur temps, qui ont un engagement associatif et tout ça, et qui s'inscrivent dans la durée. On les distingue des usagers temporaires. Alors, c'est une sphère qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus nébuleuse, puisqu'on peut avoir autant des plasticiens qu'on va accueillir en résidence 3 mois ou 6 mois, par exemple, et des compagnies qui vont venir répéter une fois 1 heure dans l'année. Donc voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, les usagers temporaires n'ont pas vraiment leur voix sur la cogestion du lieu, mais c'est quelque chose qu'on souhaiterait atteindre en arrêtant plus spécifiquement un CA qui serait, alors c'est des réflexions qui sont en cours, on voudrait être plus inclusif encore dans la gouvernance et on voudrait pouvoir identifier des usagers, on va dire temporaires mais réguliers, c'est un peu paradoxal, mais en tout cas qui pourraient représenter les usagers temporaires au sein de nos prises de décision. Voilà, avec ce paradoxe que c'est difficile de demander à quelqu'un de s'investir dans la gouvernance à partir du moment où il a un usage uniquement ponctuel et très léger des espaces qu'on offre. Mais c'est quelque chose qu'on souhaiterait faire. En chargeant peut-être des usagers réguliers qui n'ont pas envie de donner plus de temps, mais qui seraient OK pour une fois dans l'année. Voilà. Mais c'est une question qui est essentielle. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, qui peut vous intéresser, c'est que, évidemment, sur nos lieux, espaces ressources abordables pour la création artistique contemporaine et la création associative, on va dire, à Paris, on a la volonté c'est quelque chose qu'on a toujours défendu, que nos lieux ne soient pas des lieux refermés sur le culturel et l'artistique, mais je veux dire entre professionnels ou des choses comme ça, mais que ça soit des lieux aussi de dialogue avec les quartiers, leurs quartiers d'implantation. Pour nous, c'est quelque chose de primordial. C'est pour ça que dans notre équipe salariée, on a un poste qui est dédié au développement de projets de territoire avec plein de partenaires du quartier, des assos locales, les clubs de prévention, les milieux scolaires, associatifs. Voilà, pour nous, c'est très important. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que ta question, elle me fait penser au fait que aussi dans les recherches et les réflexions sur lesquelles on est en cours sur affiner la gouvernance pour vraiment voilà, que ça devienne un peu un lieu, enfin des lieux, des communs, on souhaiterait aussi impliquer dans la gouvernance des habitants, des représentants du quartier, qui seraient des habitants du quartier qui pourraient aussi participer à la gouvernance du lieu. Voilà, c'est pour ça que je parlais de ça par rapport à ta question. Ouais, Moi, j'ai une question pour toi. Du coup, vous avez l'histoire particulière d'avoir commencé en squat et d'avoir normalisé votre situation. Ça change quoi dans votre vie, enfin les projets que vous menez, quoi? Est-ce que ça vous a apporté une grande liberté, j'imagine, de ne pas avoir de procès, de pouvoir plus s'engager dans un temps long? Et est-ce que ça change d'autres choses sur vos projets? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire parce que du coup, vous êtes dans un rapport, j'imagine, de plus grand respect des normes et tout ça? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais. Ouais, alors c'est une question qui revient souvent et qui est très intéressante aussi. Bon, il y a plein de paradoxes. Dans le process de normalisation, c'est vrai que comment dire, on a des comptes à rendre
aujourd'hui à nos partenaires, même si dans les lieux où on bénéficie de conventions d'occupation temporaire, il n'y a aucune ingérence de la part des bailleurs sociaux sur le projet qu'on définit et qu'on mène sur les lieux, mais il y a quand même un deal qui... alors ça c'est pareil, hein, je vous le dis, ça peut permettre, c'est une aparté, mais ça peut être intéressant pour les villes dans lesquelles vous êtes, si vous cherchez des murs ou des choses comme ça. La ville de Paris, où comme vous l'imaginez, il y a une grande pression sur le manque d'espace abordable et tout ça. Donc après des générations de squatteurs qui se sont succédés depuis des années 80-90 jusqu'à aujourd'hui, la ville de Paris a progressivement adopté une politique plutôt volontariste sur son foncier vacant, temporairement vacant, en faisant en sorte, quand c'était possible en termes de normes de sécurité, de permettre des occupations à très 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 bas prix de son foncier vacant. Ça veut dire qu'il y a, bon, il y a plein d'associations et de collectifs d'artistes qui peuvent bénéficier de ces occupations temporaires, mais c'est quelque chose qui est très long à se normaliser et à faire rentrer dans le logiciel, on va dire, des services qui gèrent les lieux, etc. Mais c'est un truc à hybrider et à faire pratiquer par toutes les villes si jamais vous vous retrouvez dans des dynamiques de lancer des nouveaux projets et de solliciter des projets donc, qui sont associatifs, voilà, qui vont irriguer aussi les quartiers, même dans une mesure modeste. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à parler de ce modèle qui existe à Paris où on signe une convention d'engagement avec la municipalité, où on s'engage à faire en sorte que le lieu soit un peu un lieu ressource, de ressources associatives, artistiques. Et c'est comme une sorte d'apport en nature que permet la municipalité pour faire fonctionner le projet. Donc n'hésitez pas, enfin, nous on a créé, enfin, on partage volontiers les conventions dont on bénéficie pour qu'elles puissent éventuellement être utilisées par d'autres municipalités. Et puis l'urbanisme transitoire commence à rentrer un peu dans les mentalités aujourd'hui, avec des lieux majeurs qu'on fait de la grosse pub sur ça, les grands voisins à Paris, tout ça. Enfin, c'est plutôt pas mal. Alors, ça, c'était une parenthèse. Donc, pour en revenir à ta question, donc il y a vis-à-vis de nos partenaires, donc on respecte donc cet engagement, mais dans la mesure où il faisait partie de notre ADN de dire bah, on joue le jeu de partager ce lieu et de ne pas le refermer sur un groupe d'artistes qui en profiterait uniquement. Donc là, on n'a pas fait d'écart par rapport à la ligne directrice qui nous a menés depuis la période squat. Évidemment, on a gagné en sérénité aujourd'hui, et c'était un peu les revendications premières de se dire que des occupations temporaires pouvaient avoir lieu légalement, voilà, sans craindre voilà, des risques financiers majeurs sur des amendes dans des procès ou une expulsion au petit matin en perdant tout son matériel. Donc voilà, on a gagné tout ça. Après, qu'est-ce qu'on a perdu? Je dirais que c'est vrai que le temps du squat où tout est illégal, tout peut être pirate, tout peut être off, etc. Bah là, effectivement, il y a une forme de normalisation qui peut devenir et qui devient rapidement un sujet, notamment sur les normes, comme vous pouvez l'imaginer, d'accueil du public. Où on va avoir voilà, plus de comptes à rendre, à faire gaffe, etc. Donc ça devient des vraies questions et c'est important aussi, mais on n'a plus la liberté de s'en affranchir. Je dis complètement parce que bon, tout ça reste des choses qui fonctionnent petit à petit et tout. Donc voilà, on doit faire attention à ça. Il y a une organisation voilà, où on doit rendre des comptes, rendre des bilans d'activité. Mais alors, vous allez rigoler, mais des bilans d'activité, on en faisait déjà aussi quand on était en squat pour chercher à se faire reconnaître, etc. Donc, c'est aussi comme ça qu'on s'est installé une respectabilité. Qu'est-ce qu'on a perdu encore aussi? Il y a, je dirais, il y a aussi une bascule. Il y a une
y a quelque chose qui n'est pas forcément évident à installer aussi dans un groupe qui s'est constitué affinitaire dans vraiment la lutte locale d'un lieu et tout ça, l'idée d'avoir des comptes à rendre et de jouer plus le jeu du service public, voilà, qui est aussi quelque chose qui peut questionner le groupe, qui est un changement de culture, changement d'idées. Voilà un peu la bascule, quoi. Mais de manière très étonnante, on a très peu de gens qui ont quitté le groupe pour dire oui, non, moi je vais revenir sur des lignes très dures de procès, etc. Enfin, non, en vrai, tout le monde n'a pas vraiment envie d'aller au carton et de chercher des procès. Voilà. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que par rapport à l'équipe fondatrice, on est très peu maintenant dans le groupe à avoir connu la précarité et l'engagement, j'allais dire, quotidien, 24 heures sur 24, que comportait l'époque squat. Il y en a donc très peu aujourd'hui qui ont connu cette époque-là. Et je crois que ça aussi, ça impacte aussi la manière de percevoir la chance qu'on a d'avoir ce genre d'espace à Paris. Bon, voilà, c'est des remarques un peu comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur… Ouais, carrément, carrément. Mais du coup, par rapport à la composition, la constitution de l'association, c'est un truc que vous aviez déjà fait justement sur la phase squat, parce que ça permettait peut-être de partager cette responsabilité, etc. Enfin, est-ce que c'est un besoin qui est arrivé vite, ou est-ce qu'au début, vous êtes resté dans l'informel et qu'est-ce qui a été peut-être le déclic au-delà de peut-être les conventions d'occupation temporaire, mais plus sur cette phase justement d'occupation en squat, est-ce que le fait d'exister en tant qu'asso, c'est utile, contraignant? Alors, tu veux dire sur le format associatif et l'organisation qu'on a choisi, c'est ça? Ouais, en fait, le fait de se définir, d'avoir une structure juridique quoi, qui porte le projet et pas juste un collectif de personnes. Alors oui, alors ça c'était présent depuis le début, dans la mesure où nous on est, enfin, pour nous, enfin, l'association c'est voilà la société civile qui s'organise pour infléchir les politiques publiques revendiquées, etc. Donc pour nous, la constitution en association était un objectif premier. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'occupation, on va dire, préexistante, sans support associatif, en sachant que les fondateurs, quand on s'est rencontrés, on était déjà actifs comme membres d'une association dans un squat, etc. Les squats à Paris, à un moment donné, ont fait des petits. Enfin, c'était assez rigolo. Enfin, ça irriguait après oui, non, pour nous, c'était important. Et on avait d'emblée ce souci voilà, d'horizontalité, de partage des risques, d'entraide, et qui nous vient aussi beaucoup de la situation où on a à vivre un procès. Donc, on voulait pouvoir partager les risques, en sachant que je vous le dis comme ça en information, mais dans le paysage des assos squatteuses à Paris, il y a des personnes qui ont pris vraiment cher en amende, même si c'était assez rare, et que c'était quand même une prise de risque. Enfin voilà. C'était important pour nous d'avoir aussi face à la justice une organisation associative qui pouvait un petit peu, parce que je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu complexe, mais en tout cas être présente dans les assignations comme une sorte de tampon projet, on va dire, au-delà de la situation des personnes individuellement qui étaient convoquées en justice pour l'occupation des locaux. Ouais. Si je peux enchaîner sur une question peut-être un peu technique, parce que tu présentais que vous avez plusieurs sites, mais du coup, une équipe un peu socle qui a une vision un peu d'ensemble. Mais alors, du coup, c'est peut-être une question à tiroir. Mais déjà, est-ce que vos sites, ils sont indépendants dans leur budget, du coup? Et un peu comment vous gérez le fait de commencer à avoir une équipe salariée qui a plus d'informations et peut-être plus même de capacité d'agir avec des partenaires financiers?
et leur capacité ou leur reconnaissance de prise de décision dessus. Et là où est le tiroir, c'est que tu m'arrêtes si j'ai bien compris, mais le gros de votre socle de l'association, ce sont des bénévoles qui ont accès au site. Et comment tu gères aussi un peu la légitimité de ces personnes, comment tu valorises en fait le temps qui passe en termes de prise de décision, en termes de gouvernance dans le projet? Alors, ouais, très. Alors, comment alors, alors, c'est des questions vraiment, vraiment très au cœur de ce qu'on vit actuellement. Alors bon, déjà, pour une réponse du tac au tac, effectivement, l'organisation qu'on a aujourd'hui est s'appuyant sur des groupes de bénévoles très larges qui interviennent sur différents sites où où c'est déjà une difficulté de faire dialoguer les sites entre eux. Avec cette horizontalité dans les prises de décision, etc. Oui, clairement, c'est quelque chose qui crée un frein aux prises de décision d'un pôle qui est plus informé et a plus les idées directement, etc. Donc c'est pour ça que nous, en permanence, on a un gros travail de tout ce pôle un peu moi je suis pas salarié, hein, mais après bon, moi j'ai la globalité parce que je suis dans l'histoire du truc, mais on a un gros travail on va dire de transmission d'informations, de développer la culture et la vision globale de tous les coordinateurs qui sont sur les sites. Et franchement, c'est usant. C'est usant, mais c'est important et c'est comme ça que se crée un peu ce commun aussi. Mais c'est vrai que c'est un écueil aussi à un endroit. Alors après, comment dialoguent les équipes sur les lieux? On a ces réunions qui tournent, que je vous ai décrit tout à l'heure de site en site, où tout le monde est invité à voilà. Mais les sites, ce que j'ai pas précisé, les sites ont aussi leurs propres réunions très fonctionnelles, très bon voilà, parce que bon, les histoires de vaisselle, etc., ça intéresse pas forcément les gens, même si ça revient, hein, ça peut revenir jusqu'en AG bon, c'est un travail au long cours et on arrive un peu à faire ça grâce à, on va dire, un peu des super bénévoles. Si on devait distribuer des badges, là, comme ça devient à la mode, par ailleurs, c'est une blague, hein, mais je veux dire, on a sur chaque lieu des figures un peu de passeurs qui sont des modèles d'engagement associatif qui contribuent à diffuser les informations dans les groupes vers des gens qui sont peut-être moins présents, moins informés. Et là encore, je parle de notre équipe de coordination, hein. Donc voilà, c'est un vrai sujet, ça crée des lenteurs à certains endroits, ça crée des crispations, ça crée des malentendus, ça crée des difficultés à arbitrer des décisions. Mais cela dit, il y a quand même une grande confiance qui est accordée à l'équipe salariée qui travaille avec les groupes de travail et les représentants des groupes de travail qui sont vraiment transversaux à tous les lieux. Et on arrive quand même à avoir un embryon d'acceptation de déléguer de la représentation à ces gens et le fait de faire avancer ces projets. Mais bon, ça reste brouillon, tâtonnant. Mais comme tu le disais, c'est un truc qui n'est pas commun, c'est lié à la taille de l'association et voilà, qui est à la fois une grande fierté. Donc, on ait réussi à conserver ce modèle. C'est quelque chose auquel on est très attaché, hein, l'engagement associatif et le fait que les gens voilà, donnent de leur temps, qu'on ne soit pas forcément sur des modèles salariés. Et c'est ce qui nous a permis d'accueillir autant de monde. Mais bon, voilà, il y a des écueils. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui a demandé, il y a un truc qui est apparu, là, genre prise de parole. Ouais. Ah oui, d'accord. Deux questions, une très courte et une un peu plus longue. Le nombre de salariés que vous êtes et ensuite, quel droit de regard ont les usagers sur la gestion interne, que ce soit la comptabilité ou les prises de décision? Alors, on a trois salariés
Alors, ce qui est un petit peu particulier, je ne sais pas si vous avez saisi dans ma description, il y a beaucoup d'informations, mais parmi les lieux qu'on gère, il y en a un où nous sommes plus contraints vis-à-vis on va dire d'un tutelle. C'est tout simplement le marché public qu'on a remporté, qui nous permet d'ailleurs d'être à flot au niveau équipe salariée, sans quoi on ne pourrait pas se permettre d'avoir autant de salariés. Enfin, je dis autant, il y en a 3 salariés. C'est pas... mais c'est déjà un luxe pour nous. Enfin, c'est assez incroyable. Donc, on a une salariée on essaye de lui dessiner aujourd'hui un rôle de direction un peu général et plus particulièrement, évidemment, sur le lieu qui est en marché public, évidemment. On a une salariée qui est administratrice, donc c'est vraiment tout ce qui est gestion, admin, etc. pour faire tourner les lieux. Et on a une salariée qui est chargée, comme je le disais tout à l'heure, du développement des projets de territoire qui sont pour nous quelque chose de majeur. Voilà, donc c'est un peu notre équipe qui travaille avec les représentants des groupes de travail, avec les groupes de travail et avec l'ensemble de l'association. Et alors, comment on fait? Quel droit de regard des usagers? Alors, encore une fois, je reviens à la distinction que je faisais tout à l'heure. Les usagers temporaires, globalement, c'est pas trop un truc qui les intéresse forcément. Enfin, les gens viennent, un temps circonscrit, mener un projet. Donc, ils sont pas forcément demandeurs, même si nous, on est en réflexion sur se dire comment on pourrait plus les intégrer à l'association via un représentant, etc. Donc ça, c'est une chose. Et parmi la centaine de membres coordinateurs, on a un temps fort annuel donc qui est très classiquement l'Assemblée générale annuelle, où la majorité de ces coordinateurs sont présents, où on rend public donc le bilan comptable de l'association, une espèce de synthèse des grands enjeux sur l'année passée et sur l'année à venir. Et les comptes, évidemment, sont diffusés à la connaissance de... voilà. Après, il y a, comment dire, la position qui est adoptée est vraiment très ouverte, c'est vraiment participatif au sens où les gens, s'ils le souhaitent, sont invités à se saisir. Par exemple, là, par rapport à la question que tu poses, regard sur les comptes, par exemple, on a un groupe de travail, compte de l'association comptabilité, où notre salarié admin intervient et on a différents membres qui l'accompagnent, qui l'aident et qui la soutiennent. Voilà. Sur des sujets sensibles, même comme ça, les coordinateurs sont invités à s'en saisir aussi. D'ailleurs, aussi on a un groupe de travail qui est... je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais on a aussi un groupe de travail RH qui est un peu particulier, où c'est un groupe de travail constitué donc de moi qui suis président de l'association, un peu aussi figure de passeur et vue d'ensemble sur le groupe, et où d'autres coordinateurs interviennent, où on pilote un peu aussi, on répond à des enjeux vraiment RH, ce qui est un peu particulier aussi, nouveau pour nous, qui pose plein de questions. Et et en général, tout ce qui se décide en groupe de travail qui a été arbitré, je dirais plus ou moins arbitré, est présenté en collégial à titre informatif et à titre de diffusion de la culture. Voilà. Il n'y avait pas une autre question? Ouais, non, si tu as... Ok. Parfait. Je ne sais pas si vous avez d'autres... Ouais. Ouais, moi j'avais peut-être 2 questions. La première, c'est que tu as déjà commencé un peu à y répondre, mais comme vous avez différents lieux, j'imagine que du coup vous avez aussi différents types de bails, d'acteurs extérieurs, de personnes qui les choses diffèrent. Est-ce que vous avez le même modus operandi en termes de gestion du coup de l'interne vers l'externe, ou est-ce que vous devez adapter à chaque fois selon les lieux, les manières de communiquer, de décider avec les acteurs externes? Et aussi, je voulais savoir si tu disais tout à l'heure que vous aviez la volonté d'élargir un peu
vos activités à l'échelle des quartiers dans lesquels vous êtes implantés. Est-ce que ça a été un atout du coup d'avoir avec vous peut-être des gens qui étaient influents dans ces quartiers politiquement ou dans les associations, le fait d'être devenu légal et d'avoir le soutien de ces gens-là, est-ce que ça vous a aidé pour développer ça? Ah oui, alors du coup, pour répondre à ta dernière question directement, oui, clairement, comment le fait de travailler avec des acteurs majeurs du quartier, c'est évidemment un gage d'implantation pour des lieux, bon, voilà, qui sont parfois temporaires, très fragiles, etc. Et ça, c'est un enjeu en termes oui, d'implantation et de stratégie d'écoute aussi vis-à-vis de potentiels soutiens, financeurs, etc. C'est extrêmement important. Et nous, par ailleurs, c'est aussi comme ça qu'on conçoit vraiment la ville et l'artiste et la culture dans la ville comme étant directement connectés, comme étant une ressource potentielle pour des acteurs ayant l'expertise de, je ne sais pas, par exemple, sur un des lieux, il y avait beaucoup de problématiques de rixes de jeunes de différents quartiers. On a participé au groupe de suivi de la question avec les éducateurs, mairie d'arrondissement, préfecture de police, etc. En prenant notre part, hein, c'est modeste, hein, on ne va pas révolutionner les choses, mais voilà, on agit où on peut, comme on peut, en offrant des ressources, des locaux ou des savoir-faire artistiques, etc. Et ça s'hybride avec les questions de la ville. Donc ça, pour nous, c'est vraiment fondamental et ça contribue à notre implantation, même si, encore une fois, les lieux sont souvent très fragiles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en toile de fond, on a ce truc de c'est temporaire. Donc, voilà, c'est toujours temporaire et c'est fragilité. Enfin, c'est fragile, du coup. Et du coup, pour en revenir à ta première question, alors je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris. Quand tu parles de mode opératoire, alors quand tu parles des personnes extérieures, tu parles de nos bailleurs ou ouais. Et voilà. Ouais. Alors, quelle relation vous avez avec les propriétaires et est-ce qu'elles sont différentes à chaque fois? Et si oui, est-ce que c'est du coup quelque chose de compliqué à gérer, de repenser à chaque fois quelque chose qui soit vraiment cohérent vis-à-vis de la personne, quoi? Alors bon, pareil, très bonne question. Évidemment, vos questions sont très bonnes. Toutes les questions sont très bonnes. Ça me laisse juste un temps de remettre les trucs. Alors, effectivement, les bailleurs n'ont. Alors, par rapport à nous, ce qu'on propose, les bailleurs n'ont pas tous les mêmes, on va dire, les mêmes intérêts à jouer, à offrir ces possibilités d'occupation temporaire. Donc, pour être très concret, la ville de Paris a évidemment un intérêt dans ses prérogatives de municipalité à étoffer la vie culturelle et à offrir des lieux pour les artistes. Donc, dans cette mesure, on négocie avec. Enfin, je veux dire, elle a un intérêt à développer ça. Donc, c'est pour ça que, notamment, elle a créé assez récemment une charte de l'urbanisme transitoire dont les bailleurs sociaux. Mais vous savez, dans les conseils d'administration des bailleurs sociaux, les élus siègent aussi dans les. Et du coup, les bailleurs sociaux ont maintenant un intérêt aussi à développer ce truc d'urbanisme transitoire culturel sur leurs locaux vacants. C'est quelque chose auquel ils doivent répondre et donc du coup ils ont un intérêt de visibilité à permettre à une asso qui est un peu efficace et qui intervient de manière efficace, comme du coup on s'est un peu construit cette manière de faire dans ce paysage. Et donc oui, ils ont un intérêt à développer ça. Alors, je peux dire un mot peut-être sur notre. Alors, quand je dis tous les bailleurs n'ont pas les mêmes intérêts, par exemple, il y a un problème aujourd'hui, c'est que les bailleurs privés, si on regarde le paysage de l'urbanisme transitoire à Paris, sont très peu nombreux à passer le pas de dire ok, voilà, j'ai un truc qui est vide et je vais le prêter à un collectif d'artistes un temps ou à des acteurs associatifs. Donc voilà, ça met du temps à rentrer dans le logiciel, mais ça me semble être un enjeu important. Mais nous, en tout cas, on ne s'est jamais retrouvé dans une possibilité j'ai été troublé parce qu'il y a un truc qui est apparu là sur l'écran, la salle de conférence. Je sais pas si. Ah ouais, d'accord. Ouais.
Par exemple, juste pour terminer, la SNCF n'a pas forcément dans ses prérogatives de développer une offre culturelle. Donc, on a comme bailleur la SNCF sur un site. Alors, elle s'est constituée aujourd'hui, on va dire, une politique d'urbanisme transitoire, mais ils nous l'ont souvent clairement dit que ça ne faisait pas partie de leur prérogative de SNCF de financer, comment dire, ad vitam aeternam à une occupation temporaire et des initiatives culturelles. Ils nous invitent à, si on souhaite investir dans un lieu, aller chercher nos propres fonds, etc. Donc, effectivement, la nature du bailleur et les enjeux qu'il a voilà, sont pas forcément Encore fait et pour le coup, on va se mettre en effet